La guerre ne se limite pas aux armes, elle concerne aussi le renseignement. Les armées ne peuvent agir sans information. Ils ont besoin d'informations précises et récentes pour planifier, anticiper leurs adversaires et éviter d'être pris au dépourvu. La victoire ou la défaite dans un conflit dépend de la manière dont chaque camp collecte et exploite les données, ce que l'Ukraine maîtrise très bien. C'est la raison pour laquelle les forces de Kiev ont ciblé les moyens de collecte de renseignements de la Russie, y compris non seulement ses stations radars au sol, mais aussi ses avions de détection et de contrôle aéroportés. Frappe après frappe, l'Ukraine prive la Russie de ses yeux dans le ciel, et il n'y a rien que le président russe Vladimir Poutine puisse faire pour l'empêcher. Au lieu de cela, il est contraint d'observer alors que sa flotte d'avions de détection et de contrôle aéroportés est systématiquement anéantie. L'impact de cela ne peut pas être sous-estimé, car les systèmes de détection et de contrôle aéroportés sont extrêmement importants dans la guerre moderne. Ils fonctionnent en fait comme des stations radars volantes, offrant une détection à longue portée sur 360 degrés des menaces ennemies dans les airs, en mer et au sol. Beaucoup détectent des cibles à des centaines de kilomètres, alertant les équipes au sol et leur laissant le temps de se préparer en prenant des mesures d'évitement ou en renforçant leur défense. Ces avions font aussi office de centre de commandement aérien, collectant et partageant en temps réel les informations pour coordonner les chasseurs alliés, mener des frappes de missiles de précision, des bombardements et gérer des espaces de bataille complexes. En résumé, ils sont précieux, fournissant des données en temps réel et une vue d'ensemble du champ de bataille, indispensables à toute armée moderne pour réussir. Et la Russie s'est fortement appuyée sur un avion en particulier pour répondre à ses besoins en matière d'alerte avancée et de commandement aéroporté, le Beriev A-50. Développé comme successeur du Tupolev Tu-126, qui est entré en service dans les forces armées soviétiques dans les années 1960, le A-50 a effectué son premier vol en 1978 et est entré en service plusieurs années plus tard, en 1985. Sa conception était basée sur l'avion de transport Ilyushin Il-76 et il possède des spécifications techniques impressionnantes, notamment un plafond de 40 000 pieds, une portée opérationnelle de plus de 4 000 miles et une autonomie de vol d'environ 6 heures au total, bien que cela puisse être prolongé grâce au ravitaillement en vol. La caractéristique la plus distinctive de l'appareil est le rotodôme de 30 pieds de large qui se trouve au-dessus de son fuselage, abritant un grand système radar de surveillance. Surnommé Mushroom, ce radar permet à l'A-50 de balayer ses environs et de détecter des cibles aériennes à des distances allant jusqu'à 650 km, soit 400 miles, et des cibles au sol jusqu'à 300 km, soit 190 miles. L'A-50 a également la capacité de transmettre des données de guidage à une douzaine d'avions alliés simultanément. Il peut, par exemple, fournir des données de localisation précises sur les moyens ukrainiens aux avions d'attaque à proximité, leur permettant ainsi de les attaquer sans même avoir besoin de s'appuyer sur leur propre système radar interne. Durant les dernières années de l'Union soviétique, jusqu'à 5 de ces avions étaient fabriqués par an, avec plus de 40 construits au total au moment de la dissolution de l'Union. Depuis lors, la production a cessé, bien que le Kremlin ait évoqué la possibilité de fabriquer d'autres A-50 à l'avenir, et ait modernisé ces avions restants au fil des années, en les équipant de nouveaux ordinateurs et systèmes avioniques pour les maintenir aux normes actuelles. Ainsi, bien qu'il ait plusieurs décennies, l'A-50 reste un avion d'alerte avancé et de commandement aéroporté relativement compétent et performant, et il a prouvé sa valeur aux forces du Kremlin à de nombreuses reprises. Il a survolé la Tchétchénie lors des 2 guerres de Tchétchénie, par exemple, et a renforcé l'efficacité de la Russie pendant la courte guerre russo-géorgienne et la guerre civile syrienne. Il n'est donc pas surprenant que la Russie se soit à nouveau appuyée sur l'A-50 lors de son invasion de l'Ukraine. Les commandants du Kremlin espéraient que ces avions radars aéroportés éprouvés les aideraient à contrer les avions ukrainiens et les missiles solaires, tout en fournissant des données de ciblage essentielles pour les campagnes de frappe cinétique du pays. Pendant un certain temps, tout s'est déroulé comme prévu, mais l'Ukraine n'allait pas rester les bras croisés et permettre aux moyens de surveillance russes de surveiller ses opérations. Les commandants de Kiev comprenaient parfaitement le rôle important que jouaient aux avions d'alerte avancés, et dès qu'ils en ont eu les moyens, ils ont commencé à planifier leur élimination, en se concentrant spécifiquement sur les modèles modernisés A-50U. La Russie aurait commencé la guerre avec 8 de ces avions au total. L'un d'eux a été mis hors service seulement 1 an après le début de la guerre, le 26 février 2023. À l'époque, il a été rapporté qu'un groupe partisan,
l'association des forces de sécurité du Bélarus, avait mené une attaque de drone et endommagé un avion A-50 sur une base aérienne près de Minsk. L'attaque a ensuite été attribuée au service de sécurité d'Ukraine, le SSU, et l'avion endommagé ne serait jamais revenu en service opérationnel. Moins d'un an plus tard, en janvier 2024, un deuxième A-50 a été touché alors qu'il était en service. L'avion survolait la mer d'Azov lorsqu'il a soudainement disparu des écrans radars. Peu après, des rapports ont fait état d'un avion russe Sukhoi 30, annonçant qu'un appareil non identifié avait pris feu et s'était écrasé lors d'un atterrissage d'urgence. On a découvert plus tard que c'était le résultat final d'une attaque ukrainienne soigneusement planifiée et exécutée, débutée plusieurs semaines plus tôt. Selon les analystes, l'armée de l'air ukrainienne a délibérément ciblé et mis hors service les stations radars russes à travers la Crimée. En réponse, les Russes ont dû déplacer un A-50 dans la région, ce qui l'a mis à portée d'une batterie de missiles solaires ukrainienne. La batterie a alors tiré sur le A-50, le précipitant dans la mer. En bref, les forces de Kiev avaient habilement tendu un piège dans lequel l'avion russe est tombé, et ils n'en sont pas restés là. Seulement un mois plus tard, le 23 février, des sources ukrainiennes ont rapporté l'élimination d'un autre A-50. Encore une fois, cela se serait produit au-dessus de la mer d'Azov, non loin de le kraï de Krasnodar, en Russie. Un système de missiles S-200 de l'époque soviétique à longue portée a tiré sur l'avion, causant suffisamment de dégâts pour le faire s'écraser, et tuant 10 Russes à bord, dont plusieurs officiers de haut rang. L'Ukraine a maintenu la pression dans les semaines suivantes. Début mars 2024, elle a mené une attaque de drone sur un site de réparation d'A-50 connu, l'usine aéronautique de Taganrog. Des images satellites du site montraient des dégâts évidents sur l'un des hangars où sont stockés des A-50 et d'autres avions spécialisés. Aucun autre détail n'a été donné, mais il est possible qu'un ou plusieurs avions aient été endommagés lors de l'attaque. En juin 2025, la flotte déjà réduite, des A-50, a subi un nouveau coup dur lors de l'emblématique opération Toile d'araignée, l'une des plus grandes et des plus réussies attaques de drones ukrainiens sur le sol russe. À l'époque, la plupart des gros titres sur l'attaque soulignaient que l'Ukraine aurait détruit jusqu'à un tiers de la flotte de bombardiers du Kremlin. Un détail plus discret mais néanmoins d'une importance vitale est largement passé inaperçu. En plus des bombardiers, les drones ukrainiens avaient également réussi à frapper non pas un, mais deux A-50 distincts lors de l'opération. De nombreux journalistes et experts militaires ont relayé la nouvelle, partageant des images satellites et des vidéos pour prouver que 2 des avions avaient subi de sérieux dégâts, notamment au niveau de leur rotodôme abritant les radars. L'éradication systématique des A-50 s'est poursuivie en novembre 2025, lorsque l'Ukraine a réussi une nouvelle frappe massive, visant plusieurs sites militaires et industriels stratégiques russes. Il s'agissait d'une mission d'envergure, menée par des unités des forces de missiles et d'artillerie, des forces d'opération spéciales, des unités de missiles côtiers de la marine et des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote. Ensemble, utilisant un mélange de drones missiles et de missiles de croisière Neptune, ces forces ont frappé à nouveau le site de réparation des A-50 à Taganrog. De multiples explosions et incendies ont été signalés sur le site, perturbant sans aucun doute les réparations, la maintenance ou les efforts de modernisation en cours sur les autres A-50 présents dans la région à ce moment-là. En mars 2026, l'Ukraine a lancé une nouvelle attaque contre cet appareil précis. Le 17 mars pour être précis, des moyens ukrainiens ont frappé l'usine de réparation d'avions numéro 123 à Staraya Russa, dans la région de Novgorod. Tout comme l'installation de Taganrog, cet endroit est un élément important de l'infrastructure militaire où divers avions sont réparés, modernisés et entretenus. Les images satellites ont montré qu'il y avait au moins 9 avions de transport IL-76 sur l'aérodrome à ce moment-là. Ce sont les mêmes avions qui ont servi de base à la conception de l'A-50. Les premiers rapports font état de dégâts visibles sur un hangar de maintenance. Et le 20 mars, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé dans un message sur Telegram qu'un autre A-50 avait été touché lors de l'attaque. Les dégâts subis par l'avion de détection radar à longue portée A-50 ont été confirmés. Il se trouvait sur le territoire de l'entreprise pour maintenance et attendait peut-être une modernisation. Avant d'analyser les conséquences plus larges de ces attaques et leur impact sur les perspectives russes et ukrainiennes, abonnez-vous à The Military Show si vous voulez plus d'analyses de ce type. Nous analysons cela ainsi chaque semaine. Les estimations varient quant au nombre exact de A-50 opérationnels qu'il reste à la Russie, mais même les estimations les plus optimistes suggèrent qu'il ne reste que quelques-uns de ces avions. En effet,
Le propre centre russe d'analyse des stratégies et des technologies, le groupe de réflexion KS, affirme qu'il n'y a pas plus de 4 A-50 disponibles à un moment donné. Ce n'est pas un grand nombre, et ce n'est pas du tout suffisant pour que la Russie puisse assurer une couverture complète de son propre territoire, ou des régions d'Ukraine que ses forces continuent d'occuper. Chaque fois qu'un A-50 est détruit, ou même temporairement mis hors service, cela représente un sérieux revers pour les forces du Kremlin, car même si ces avions sont relativement anciens, ils sont d'une importance exceptionnelle. Ces avions ont fourni aux forces russes d'innombrables renseignements utiles au cours du conflit jusqu'à présent. Ils ont aidé les troupes du Kremlin à réagir vite aux menaces aériennes, à neutraliser drones et missiles ukrainiens, et à coordonner leurs attaques contre les ressources et infrastructures ukrainiennes. Et comme ils sont si rares et coûteux, chaque unité coûtant environ 350 millions de dollars et n'étant plus produite, chaque perte compte d'autant plus. Militairement, abattre un A-50 ne revient pas à détruire un avion ennemi classique. C'est similaire à éliminer un grand navire de commandement et de contrôle. En un instant, l'ennemi perd une vaste zone de couverture radar. Des régions entières deviennent aveugles. Le flux constant de renseignements est coupé, et d'innombrables ressources, concentrations de troupes et infrastructures perdent soudainement l'une des sentinelles les plus importantes qui les protégèrent depuis le ciel. Les implications sont énormes. Les A-50 voient beaucoup plus loin que la plupart des radars au sol, par exemple, puisqu'ils opèrent à de si hautes altitudes. La perte de quelques avions complique donc la surveillance du ciel par la Russie pour détecter avions, missiles ou drones ennemis. Avec moins de ressources à leur disposition, les commandants du Kremlin doivent également faire face à la question difficile de savoir comment utiliser au mieux les moyens qu'il leur reste. Si un avion est endommagé ou détruit, ils doivent parfois en déplacer un autre pour le remplacer. Cependant, en agissant ainsi, ils ouvriront inévitablement des brèches ailleurs que l'Ukraine pourra exploiter. C'est un véritable dilemme insoluble. La Russie souffre quoi qu'elle fasse, sans solution facile ni moyen de contourner le problème. Il est aussi important de se rappeler que même sans que l'Ukraine n'endommage ou ne détruise ses appareils, ils ne sont pas vraiment neufs. Même intacts, ils nécessitent parfois un entretien. Les équipages se reposent, les avions sont ravitaillés, etc. C'est peut-être pour cette raison que les forces ukrainiennes ont concentré une partie de leurs attaques sur les endroits même où ces avions sont souvent stockés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Non seulement cela offre la possibilité d'endommager, ou même de détruire tout appareil qui pourrait s'y trouver à ce moment-là, mais cela perturbe également l'infrastructure essentielle nécessaire pour maintenir ces avions en vol, pour les ravitailler et les garder opérationnels. Et plus la Russie perd d'A-50, plus elle risque d'être prudente avec les quelques précieux appareils qu'il lui reste. Il est probable que les commandants du Kremlin utiliseront ces avions plus parcimonieusement à l'avenir. Cela n'a pas seulement un impact négatif sur la couverture radar globale de la Russie et ses perspectives défensives, cela influence aussi négativement ses capacités offensives. Même si les A-50 ne larguent pas de bombes ni ne tirent de missiles, ils fournissent aux chasseurs bombardiers russes les données nécessaires pour détecter et localiser précisément les cibles. Sans les A-50 pour les assister, ces mêmes chasseurs pourraient être obligés de compter davantage sur leurs propres radars ou sur les équipes de contrôle au sol, ce qui peut les exposer à des risques supplémentaires tout en les rendant moins efficaces. Cela ne signifie pas que la Russie est totalement aveugle. Elle possède encore des radars au sol, des radars de chasseurs, des satellites et d'autres systèmes de surveillance pour recueillir des informations. Mais elle perd sans doute ses yeux les plus importants et les plus perçants dans le ciel. Et c'est un problème auquel le Kremlin ne semble pas avoir de solution. Le pays a évoqué la reprise de la production des avions A-50, mais il ne semble pas avoir trouvé les fonds ou les ressources nécessaires pour le faire, ce qui est probablement lié à ses difficultés économiques actuelles. La Russie s'est également vantée de programmes de modernisation et de mise à niveau de sa flotte vieillissante des A-50, mais ces nouveaux A-50U améliorés ne sont manifestement pas assez résistants pour supporter les frappes de drones et de missiles ukrainiens, puisque plusieurs d'entre eux ont déjà été détruits. Le Kremlin a également tenté, sans succès, de créer un successeur à l'A-50L-A100. Il était censé remplacer progressivement l'A-50, avec une technologie de suivi radar supérieure, des moteurs plus puissants et un système de guerre électronique ultra moderne. Hélas pour la Russie, le projet demeure bloqué depuis des années. Un avion prototype a effectué un vol initial en 2017, mais depuis, on a peu entendu parler de l'Ascent, sauf à la fin novembre 2025, lorsque les forces ukrainiennes ont affirmé avoir détruit le prototype. Devenant de plus en plus désespérés,
Moscou a même évoqué l'idée de créer un tout nouvel avion hybride qui, en théorie, combinerait la surveillance aérienne, la patrouille maritime, la reconnaissance et la lutte anti-sous-marine en une seule plateforme polyvalente, façon couteau suisse. Selon des documents divulgués de Beriev, la même entreprise derrière l'A-50, ce nouvel avion serait basé sur le jet amphibie B-200, un autre avion russe, au passé mouvementé. Cependant, les documents révèlent aussi que la Russie manque des composants indispensables pour produire ces avions, car les moteurs sont fabriqués en Ukraine, et Moscou n'a pas réussi à créer un équivalent local. Donc, l'Ascent a été un échec. L'avion hybride B-200 n'avance pas. Cela laisse la Russie avec seulement quelques A-50 soviétiques pour tous ses besoins de détection avancée et de contrôle aéroporté. L'Ukraine, quant à elle, se retrouve dans une position de plus en plus forte chaque fois qu'elle élimine ou endommage un A-50. Elle ne fait pas que rendre son ennemi plus faible, elle ouvre activement des brèches à exploiter. Et les capacités aériennes de Kiev vont bientôt bénéficier d'une amélioration considérable, rendant ces brèches encore plus faciles à cibler. En octobre 2025, Kiev a signé un accord avec la Suède pour l'acquisition d'un maximum de 150 avions de chasse, multirôles supersoniques, monomoteurs, Saab JAS, 39, Gripen. Conçu pour combiner des capacités de frappe et de reconnaissance, le Gripen est largement considéré comme un excellent chasseur de génération 4,5. Célèbre pour son design économique, sa faible maintenance et ses technologies avancées, y compris des capacités de guerre électronique supérieures, il se distingue par rapport à de nombreux concurrents. Un ancien responsable militaire de l'OTAN a même qualifié cet avion de l'un des meilleurs avions de combat au monde, le meilleur chasseur qui ne soit pas un furtif F-22 ou F-35. Il pourrait facilement affronter tout ce que Poutine pourrait lui opposer. Le 11 février 2026, l'Ukraine a annoncé son intention de consacrer une partie de son nouveau fonds de soutien de l'UE au lancement de l'acquisition de chasseurs Gripen. Et quelques mois plus tard, le 17 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait déjà commencé à former ses propres pilotes sur Gripen et qu'elle élargirait encore cette formation à l'automne 2026. Si cette évaluation est correcte, l'Ukraine pourra bientôt déployer certains des meilleurs chasseurs d'Europe dans son ciel, alors que l'aviation russe est à son plus bas, équipée de missiles RR. Météore à longue portée, le Gripen pourrait être utilisé pour cibler et détruire les chasseurs et bombardiers d'attaques russes. Autrefois, le Kremlin s'appuyait sur la A-50 pour détecter les menaces et sécuriser ses appareils, en leur fournissant des informations sur l'ennemi à des centaines de kilomètres, leur offrant un avantage lorsqu'ils devaient s'échapper. Cela permettait à la Russie de rapprocher de plus en plus ses avions d'attaque des lignes de front, menant des bombardements dévastateurs, des frappes de missiles et d'autres sorties agressives avec ses Sukhoi 34, Sukhoi 35 et MiG-31 BM par exemple. Mais si les A-50 ne sont pas disponibles, ces mêmes avions ne bénéficieront plus de ces protections. Ils pourraient ignorer qu'un Gripen ukrainien les cible ou qu'un missile météore les menace avant qu'il ne soit trop tard. Cela a été noté dans un article récent de Defense Express, qui indique que l'un des principaux objectifs du Gripen serait de repousser les avions d'attaque russes Su-34 qui transportent des bombes guidées, plus loin de la ligne de front. C'est pourquoi la perte des A-50 est si importante. Ce n'est pas seulement aveugler la machine de guerre du Kremlin, c'est aussi la pousser plus loin dans un coin sombre et dangereux, d'où elle pourrait ne jamais sortir. Maintenant, pour en savoir plus sur la façon dont l'élan de la guerre penche de plus en plus en faveur de l'Ukraine, regardez cette vidéo qui examine en profondeur le tout nouvel atout offensif de Kiev, le missile FP7.X. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment une grave crise de morale dans les rangs russes pousse des dizaines de milliers de soldats de Moscou à simplement abandonner leur poste et à choisir une vie derrière les barreaux plutôt que de continuer à se battre en première ligne. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour être sûr de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci.